Bon, très bien. Je vous propose de débuter donc sur cette présentation concernant le cloud. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu un panorama de qu'est-ce que c'est que le cloud, une définition, les risques identifiés. Ensuite, les étapes qui sont généralement déroulées dans les entreprises pour y aller. Et ensuite, on terminera par notre approche pour vous accompagner dans cette démarche sur toute la chaîne de l'idée initiale jusqu'à l'implémentation, au déploiement et au service et support. Donc les raisons du cloud, généralement, c'est des besoins sur de la rapidité, de la facilité de déploiement de nouvelles applications, de nouveaux besoins. Il y a aussi généralement un besoin de simplifier la montée en charge, mais également le fait de ne plus avoir besoin de ressources et de diminuer les capacités de l'infrastructure. En général, les raisons, c'est également d'avoir une solution où le paiement se fait plutôt à la consommation et de ne pas immobiliser des ressources qui vont être inutiles, à contrario par rapport à un mode de fonctionnement classique qui est de l'achat de serveurs, même si les serveurs vont être surdimensionnés pendant un certain temps avant d'être totalement utilisés. En général, les raisons du cloud, c'est aussi un besoin en termes de sécurité. Donc quand on parle de sécurité, c'est à la fois la partie redondance des équipements, redondance des accès réseau, et donc la partie haute disponibilité que peut offrir le cloud. Donc si on reprend les raisons du cloud, donc c'est ces points principalement. Et donc, si on regarde la définition du cloud, indirectement, c'est effectivement les caractéristiques du cloud. Donc, on va parler de cloud quand on respecte ces cinq caractéristiques, qui sont du coup effectivement les services à la demande, le fait de vouloir une ressource et qu'elle devienne disponible. On va parler de cloud dès qu'on a une connectivité réseau. On va parler de cloud au sens large quand on va mutualiser des ressources. Donc là, en fonction du contexte du cloud, on revient tout à l'heure sur les différents types de cloud. On parle de mutualisation de ressources, donc ça peut être à la fois de la mutualisation de serveurs, de RAM, de CPU, mais plus généralement de la mutualisation de sources en termes de mutualisation de réseau. On va parler de cloud quand on parle de scalability, donc c'est le fait de pouvoir ajouter des ressources. Donc ces ressources vont pouvoir être ajoutées généralement à la volée. En fonction du mode de cloud, c'est des ressources qui vont être ajoutées et qui ne vont pas provoquer d'interruption de service. Donc on va être capable d'ajouter du stockage, de la mémoire, de la puissance, sans forcément avoir besoin de couper le service et de le redémarrer. Donc en général, ces services fonctionnent sur un paiement à l'usage. On n'est plus effectivement sur un coût d'acquisition et après un coût d'exploitation. On va être vraiment sur une solution qui va s'acheter au mois, voire à la journée, voire à la minute, voire à la seconde. Donc l'importance de la scalabilité, c'est effectivement du coup de dire je vais rajouter des ressources et je vais payer à la minute, mais inversement de dire j'ai plus besoin de cette ressource, donc je l'étends, et quand elle est éteinte, elle me coûte plus grand chose. Donc c'est là où le cloud peut être intéressant, c'est le fait de dire quand j'ai besoin de puissance, je vais payer, mais quand j'ai plus besoin de cette puissance-là, je peux l'éteindre et je vais rien payer. Donc si on regarde les différents modèles de cloud, on va voir qu'en fonction du modèle, le besoin n'est pas le même et derrière la partie administration et exploitation ne va pas être identique. Donc en général, quand on parle de cloud, on va parler de IaaS, IaaS, de PaaS, PaaS et de SaaS, SaaS. Donc quand on parle de IaaS, on est sur de l'infrastructure à la demande. Donc là, en général,
c'est une solution qui est plutôt destinée à des équipes réseau, parce que là, on va s'occuper de toutes les couches, donc en partant de la couche réseau jusqu'à la partie utilisateur, et donc en passant par la couche applicative. Et donc dans ce cas-là, le fournisseur de cloud va nous mettre à disposition un réseau qui peut être physique ou virtuel, des machines qui peuvent être physiques ou virtuelles, et ensuite c'est les équipes internes à l'entreprise qui vont venir configurer, administrer, exploiter au quotidien. Donc là, c'est quand on va parler de IaaS. Donc les exemples que j'ai mis, c'est Amazon. En fonction de l'offre que vous allez prendre, vous pouvez être sur ce modèle-là. Et la partie Dedicated Cloud de OVH, par exemple, on va être aussi sur ce modèle-là. Sur la partie Azure, on a aussi une option qui s'approche du IaaS. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le PaaS, où là, on est plutôt sur la mise à disposition d'un serveur, d'une ressource, donc d'une puissance, d'un stockage. Et là, l'équipe de développement, d'exploitation va venir poser son application pour la faire tourner et la mettre à disposition des utilisateurs. Mais dans ce cas-là, on ne va pas s'occuper du réseau, on ne va pas forcément s'occuper de l'OS en lui-même, on va s'occuper uniquement de notre application à faire tourner. Donc à la fois, si c'est une application web par exemple, l'applicatif PHP, .NET ou autre, mais également la partie base de données. Mais de la même manière, on ne va pas s'occuper de la partie système, on va juste s'occuper de la partie base de données. Si on remonte dans la couche, on va avoir la partie SaaS qui est un peu plus connue, on va dire. Et donc là, on ne va pas s'occuper du réseau, du système, on ne va pas s'occuper de l'application, on va plutôt s'occuper des utilisateurs qui sont créés au niveau de la solution. Donc là, l'exemple, c'est Salesforce, avec tous les services qui sont en mode SaaS, où en fait, on met à disposition l'application et le client final va juste s'occuper du paramétrage de l'application utilisateur. Donc ça va juste être la modification de couleurs, de la création d'utilisateurs au niveau de l'application, mais on n'est plus sur la partie couche applicative plutôt orientée développeur ou infrastructure. Donc voilà toutes les couches qu'on peut avoir sur une solution cloud. Ensuite, on va parler de différents types de cloud. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les clouds privés. Donc, c'est là où on va plutôt être sur de la ressource dédiée. Donc, c'est là où on va plutôt avoir des propres serveurs qui vont être dédiés, des ressources physiques qui vont être dédiées. Quand on parle de cloud public, en général, ça va être par exemple des machines virtuelles qui tournent sur des serveurs physiques, mais où ces serveurs physiques sont mutualisés pour plusieurs clients. Donc là, on va être sur du cloud public. Et on entend beaucoup la notion aussi de cloud hybride. Donc là, ça va être, j'ai des équipements qui sont hébergés sur mon système d'information en mode virtualisé par exemple, mais j'ai aussi d'autres équipements qui sont dans un cloud tiers. Et en fait, je déplace des ressources de mes serveurs internes vers ces serveurs externes et inversement. Le fait d'être hybride, c'est j'ai encore des choses on-premise et je vais envoyer des choses dans le cloud. Donc là, en fonction de votre fournisseur de cloud, vous aurez accès ou non à ces options-là. Donc sur les projets de cloud, en fait, le fait de se diriger vers de l'IaaS, du PaaS ou du SaaS va être généralement lié en fonction de où est-ce qu'on veut positionner la limite de notre curseur, la limite de notre périmètre. Donc ce curseur, il peut être fixé en fonction de compétences internes. Donc par exemple une entreprise qui développerait des sites et qui fournirait une application n'a pas forcément les compétences ou la volonté de redescendre sur la partie administration système et s'occuper de la partie réseau. Et donc du coup,
peut dire moi mon curseur je le fixe au niveau, je descendrai pas en dessous de l'application et donc du coup je vais plutôt partir sur du PAS. Une entreprise qui dit moi je veux plus maintenant m'occuper de cette partie application, OS, serveur, réseau, on va plutôt partir sur du SaaS. Ce qui se passe également, c'est en général ce curseur il va être aussi positionné en fonction des périmètres de responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que je veux que demain mes équipes soient en charge et gèrent toute cette couche physique qui va prendre du temps, qui va nécessiter peut-être des services d'astreinte et qui va engager fortement mes équipes pour que la disponibilité de mon service proposé à mes utilisateurs internes ou à mes clients soit respectée. Sur cette partie, effectivement, où on va positionner le curseur, reste aussi à définir qui, aujourd'hui, dans mon organisation, va gérer les mises à jour. Et donc, si jamais je pars sur un modèle où je m'occupe de la partie jusqu'à la partie réseau, du coup, je vais être en charge de la partie mise à jour système d'exploitation, mise à jour des systèmes, mise à jour des applications. Alors que si je délègue cette partie-là à un tiers en partant sur un modèle type PAS, c'est plutôt mon hébergeur ou mon fournisseur qui va s'occuper de toute cette partie mise à jour système. Il y a aussi des choses à prendre en compte, c'est demain, on parle de scalability, donc le fait de pouvoir ajouter des ressources et en supprimer. Et il va falloir définir qui s'occupe de cette partie gestion de la ressource, qui va être habilité à dire là maintenant j'ai besoin de ressources, donc il faut augmenter ça, et donc il y a un impact sur la partie facturation, donc qui va avoir la capacité à déclencher cette partie changement d'offre et donc changement de facturation. En général, il va y avoir du coup plusieurs étapes pour entamer une démarche pour partir dans le cloud. Donc en général, dans une entreprise, on va avoir plusieurs processus qui existent déjà. Une partie gouvernance du SI, tout ce qui est mécanisme de gestion de changement. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a du système d'information, donc il y a déjà un processus qui est en place pour la partie gérer les changements au niveau physique, au niveau organisationnel. Donc c'est quelque chose qu'il faudra aussi transposer au niveau du cloud. En général, il y a aussi une partie gestion de la sécurité, donc la partie sécurité des données, l'accès aux données, le stockage, la sauvegarde. Il y a déjà de l'infrastructure réseau qui va exister. Demain, il y en aura aussi dans le cloud. Et donc, du coup, il faut intégrer cette partie, comment demain on va gérer notre réseau physiquement dans les locaux de l'entreprise et la continuité dans le cloud. La partie stockage virtuel, la partie sauvegarde et la partie supervision, comment on l'a fait aujourd'hui et comment on la fera demain du fait d'être dans le cloud. Donc en général, il y a une première étape, c'est d'identifier quels sont les besoins. Donc les besoins au niveau d'un cloud, c'est quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc c'est ça qui va un peu déterminer finalement sur quel type de cloud on a besoin de partir. La partie interfaçage, aujourd'hui en fait en fonction de ce que vous allez vouloir faire, peut-être que vous allez vouloir interfacer par exemple la partie ajout de ressources, la chaîner avec votre supervision, de dire demain je vois que mon site est bien chargé, et je vais vouloir ajouter automatiquement une nouvelle ressource dans mon pool serveur. Et donc en fait en fonction de votre fournisseur de cloud, vous allez avoir à disposition plus ou moins d'API, plus ou moins de services vous permettant de faire ça. Donc voilà, on a des clients qui effectivement qui vont faire ça, c'est-à-dire on va superviser les instances qui sont présentes, le nombre d'utilisateurs connectés sur le site, et si ce nombre d'utilisateurs augmente, on va déclencher une action qui est de démarrer un nouveau serveur pour l'ajouter dans le pool de serveurs. Il y a un facteur qui va être aussi important à prendre en compte au niveau de la validation et de l'établissement du cahier des charges, ça va être quelle est la communauté utilisateur qu'il y a derrière ce cloud.
pour proposer des services dessus. Est-ce qu'il y a une marketplace intégrée qui va me permettre d'ajouter des services assez facilement à ma solution cloud. Il y a effectivement la partie, pareil, qualité de service, SLA, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on va choisir un opérateur, on va regarder la partie qualité de service, quel débit il va nous proposer. Sur la partie cloud, on va avoir les mêmes exigences. Aujourd'hui, quel va être le débit proposé, garanti, quels sont les paliers, est-ce qu'on peut augmenter le débit, est-ce qu'il est limité? Pareil en termes de capacité de performance, est-ce que on va pouvoir ajouter très facilement des nouvelles ressources ou est-ce qu'on a une limitation technique qui peut avoir un impact sur mon application? Et le dernier point sur la partie sécurité, aujourd'hui, où vont être stockées mes données, l'hébergeur cloud, quel type de certification il va avoir. Est-ce que sur la solution cloud que je choisis, j'ai le même type de certification que je sois sur du PAS ou de l'IAS? Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui généralement vont avoir besoin d'être clarifiés et d'être intégrés au niveau de l'appel d'offres ou de l'établissement du cahier des charges. Donc en général, au niveau de la démarche, on va avoir plusieurs étapes qui sont déroulées. Donc ça, c'est un peu les étapes types. Après, je vous présenterai la méthode Certiliance. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on va retrouver sur les solutions, sur les entreprises qui ont passé dans le cloud, en général, la méthode qui est proposée, c'est un petit peu celle-là. Donc en plusieurs étapes. Donc la partie conception. Donc l'idée, c'est de désigner généralement une équipe projet qui va regrouper à la fois des personnes de l'infrastructure aujourd'hui, si c'est une application développée en interne, des responsables d'équipe au niveau développement. Et l'idée, c'est de valider déjà le vocabulaire, quand on va parler de cloud, quand on va parler de IAS, de PAS, tous ces termes-là, de bien clarifier le vocabulaire utilisé, d'établir les services et les applications nécessaires pour construire un petit peu tous les besoins pour l'entreprise. Et donc l'idée, ça va être de spécifier l'objectif final, et ça va être de spécifier les besoins pour l'entreprise et de manière à identifier la solution cloud qui va le mieux convenir à l'entreprise, puisque si on regarde les offres proposées par Amazon, Azure ou OVH sur la partie Dedicated Cloud, on va pas être sur les mêmes couches. Il y en a un qui va plutôt nous proposer du IAS pur, et si on part sur de l'Azure, on va pouvoir aller jusqu'à du PAS uniquement avec une base de données ou même un espace de stockage accessible à travers des API. Donc le besoin sur la partie validée avec les équipes en charge des applications va être très important pour ne pas se louper et prendre le fournisseur cloud qui réponde bien à ce besoin au niveau des applications. Donc une fois que tout ça a été bien validé, c'est là où on va entamer la transition vers le cloud. Voilà, c'est une démarche projet assez classique. On va définir comment on y va, quels sont les services que l'on va mettre là-bas. Et l'objectif, ça va être d'industrialiser un maximum d'actions, donc à la fois sur la partie création des machines, des conteneurs, des contextes dans le cloud et copie des données. Donc la transition vers le cloud. Après, on va retrouver de la même manière la partie exploitation, sauf que la partie exploitation, la supervision des services va être très importante parce que on voit que la facturation et les performances de l'architecture vont être liées à la facturation et inversement. Donc le superviser la solution déployée va permettre ou d'optimiser les coûts, c'est-à-dire de mettre notre niveau de service au plus proche de nos besoins, de manière à optimiser efficacement les coûts. Ou alors le fait de faire de la supervision va aussi nous permettre de réajuster un besoin fort de capacité immédiatement
et de ne pas attendre, comme c'est le cas aujourd'hui sur une architecture classique, le fait de voir que le système ne suffit plus, de lancer une étude pour lancer une commande d'équipement, pour lancer l'installation de l'équipement. Là, la partie montée en charge, on va pouvoir la faire en quelques minutes en fonction du fournisseur de cloud choisi. Donc c'est pareil, la partie mise à disposition de ressources en fonction du fournisseur que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir le même temps d'engagement. En fonction de si vous êtes sur de IaaS ou du PaaS, c'est pas les mêmes opérations qui vont être déroulées derrière. Donc le temps de mise à disposition d'une nouvelle ressource ne va pas être le même. Et là où il va aussi y avoir un changement au niveau de l'organisation, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie facturation, sur le schéma classique où j'ai besoin d'une nouvelle ressource, donc je lance un nouveau projet, je reçois une proposition, la personne qui est habilitée à signer le devis va le signer, le retourner pour lancer un processus de commande. Demain, dans le cloud, tout va être dématérialisé et la régularisation de la facture va se faire à la fin du mois. Donc c'est demain comment j'organise mon service pour que n'importe qui ne puisse pas commander une nouvelle ressource et qu'à la fin du mois, on se retrouve avec une facture qui n'était pas attendue. Donc, il y a aussi une organisation à trouver au niveau du processus de production et la partie facturation. Une fois qu'on est dans ce modèle-là, il y a aussi une veille à effectuer parce que si on prend un service Amazon aujourd'hui ou des tickets de cloud ou Azure, il y a régulièrement des évolutions au niveau des offres, au niveau des capacités mises à disposition, au niveau, si on est sur du PaaS, au niveau des versions des composants qui vont être proposés. On va avoir des évolutions. Donc ça veut dire que demain, je vais commander une nouvelle instance, j'aurai peut-être pas la même version, j'aurai peut-être un tarif plus avantageux sur mes nouvelles instances. Donc du coup, il y a de la veille à faire sur la partie évolution d'offres présente chez mon fournisseur de cloud. Donc au niveau de la démarche Certiliance, donc c'est l'offre que l'on a packagée chez Certiliance s'appelle Security Cloud Solution. L'idée en fait c'est d'accompagner justement les clients sur toute cette chaîne-là, parce que aujourd'hui les offres sur le marché, comme on l'a vu, sont complexes. Est-ce qu'il me faut du IaaS, est-ce qu'il me faut du PaaS? Est-ce qu'il faut que je prenne du IaaS et que je m'occupe des ressources ou que je laisse un infogéreur s'occuper de mes serveurs parce que j'ai un besoin spécifique sur une application, donc je ne trouverai pas un fournisseur de cloud qui puisse me fournir la version précise de mon composant, ou alors parce que j'ai des particularités au niveau de ma configuration qui font que je ne peux pas partir sur une solution en PaaS toute packagée. On va partir sur du cloud. En général, les besoins, voilà, c'est la rapidité d'évolution, éviter les effets de seuil. Aujourd'hui, j'ai besoin juste d'une nouvelle machine. Si j'ai une infrastructure physique chez moi, l'ajout de cette nouvelle machine, peut-être qu'elle va nécessiter l'achat d'une baie de stockage, peut-être qu'elle va nécessiter l'achat d'un nouveau serveur. Alors que quand je suis dans le cloud, je vais juste rajouter ce petit serveur et je vais le payer quelques euros par mois. La partie besoin de disponibilité, peut-être que j'ai besoin de certification. Aujourd'hui, si jamais je veux certifier mon infrastructure qui est chez moi, on va avoir des coûts de gestion de cette certification, donc à la fois des coûts humains, des coûts de passage de certification, de la documentation à établir, des procédures à établir. Si je pars dans une solution qui est déjà certifiée, je vais déjà avoir une base de certification pour ça. Et aujourd'hui, pourquoi l'offre Security Cloud Solution? C'est aujourd'hui, si je pars sur une solution IaaS chez un tiers, comme on disait tout à l'heure, il va me livrer une partie réseau, une partie système vierge, mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme équipement de sécurité? Et donc l'objectif, c'est de vous accompagner dans cette démarche et de vous proposer des briques qui sont déjà validées sur ces fournisseurs de services cloud. Donc en général, les étapes pour vous accompagner dans cette démarche-là, ça va être comme sur la méthode que j'ai présentée tout à l'heure, c'est de reprendre vos besoins. Quels sont vos besoins en termes d'interconnexion? Est-ce que vous avez un besoin de connecter
d'avoir un accès permanent à votre SI interne? Est-ce que vous avez besoin de nomadisme pour vous connecter sur cette infrastructure qui est en mode cloud? Quels sont vos besoins en termes de disponibilité, en termes de normes? Quels sont, sur la partie architecture, quels sont vos besoins en termes de capacité de stockage, de RAM, de CPU? Est-ce qu'il y a des contraintes physiques? Vous avez besoin de connecter des équipements physiques sur ces serveurs-là? Vous avez besoin de remonter des données, et pour remonter ces données, vous voulez y connecter directement des équipements physiques pour que ça aille plus tôt, parce qu'il y a des contraintes en termes de sécurité. Vous avez des contraintes réglementaires par rapport à votre activité, par rapport à vos assurances, et quels sont vos besoins en termes de sécurisation. Et en fonction de tous ces besoins, on va être capable de vous proposer une liste d'hébergeurs qui peuvent répondre à ce besoin-là. On va être capable aussi de vous proposer des options supplémentaires, services supplémentaires par rapport à ce que proposent ces hébergeurs. Et en fait, en fonction, en face de ces listes d'hébergeurs, on va vous présenter les budgets associés sur à la fois la partie mise en service de la solution et ensuite la partie récurrente, coût d'hébergement et éventuellement coût d'infogérance. En général, là-dessus, vous allez sélectionner un hébergeur. Donc cette solution Security Cloud Solution, aujourd'hui, le client va souscrire directement auprès du service cloud. Ce n'est pas Certiliance qui va revendre un service cloud. Aujourd'hui, les clients qu'on a sur cette offre-là, on souscrit directement un abonnement chez OVH, chez Amazon ou chez Azure. Et donc, en général, le client va commander directement son hébergement. Et ensuite, on va l'accompagner sur la construction du service chez l'hébergeur. Donc, la création des templates, l'installation du pare-feu dans l'infrastructure, éventuellement l'installation de différentes briques de sécurité. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc ça va être pour la construction du socle de votre nuage. Et après, on va valider un planning de migration pour déplacer vos serveurs qui sont aujourd'hui dans votre organisation pour les faire fonctionner de l'autre côté, donc, ou à travers des réinstallations, ou à travers des copies directes de machines virtuelles si on repart sur une offre IaaS, donc on fait de la virtualisation, ou avec de la copie de vos applications sur les conteneurs si on part sur des choses de type PAS. Et une fois que l'infrastructure va être en production, on va vous proposer de faire aussi l'infogérance au quotidien des briques de sécurité et des équipements qui sont là-bas. Donc là, après, on est plutôt sur la partie qu'on appelle Run. On va voir la partie infogérance de vos serveurs et la gestion des évolutions, donc des évolutions, de l'ajout de nouvelles machines, de la supervision pour vérifier s'il ne faut pas rajouter de la ressource au niveau de vos équipements. Donc aujourd'hui, on a validé un certain nombre d'hébergeurs et de solutions sur lesquelles on accompagne nos clients. En général, voilà, cette liste a été établie, elle est évolutive. En général, sur ces hébergeurs-là, c'est des choses, on a pu valider techniquement la faisabilité au niveau briques de sécurité, au niveau de la réponse aux besoins de nos clients. Et comme vous voyez, en fonction de l'hébergeur choisi, on ne sera pas sur le même type de cloud, sur du PaaS ou sur du IaaS. Donc la valeur ajoutée de Certiliance sur cet accompagnement, en fait, c'est de vous amener chez ces hébergeurs-là, de vous amener des couches de sécurité qui ne vont pas être présentes par défaut. Donc sur la partie sécurité, sur la partie pare-feu, par exemple, si on prend une offre OVH Dedicated Cloud, la solution de base ne va pas intégrer de pare-feu, ne va pas intégrer de gestion centralisée des logs, ne va pas intégrer de console d'administration, ne va pas intégrer de supervision. Et donc l'objectif, c'est de vous amener tous ces services-là qui ne vont pas forcément être présents sur l'ensemble des offres de ces hébergeurs-là. Et donc on va venir enrichir toutes ces offres-là. Donc si on rentre en détail sur les différentes briques qu'on va pouvoir ajouter,
On va vous ajouter donc la partie supervision 24/7 de vos solutions, toute la partie redondance. Donc si on parle de pare-feu, si on parle de couches applicatives, aujourd'hui on va être capable de vous proposer la redondance de vos applications sur ce genre d'offres. Toute la partie expertise technique sur les solutions déployées, respect des règles de l'art, la partie infogérance. Et aujourd'hui, ce qui va être aussi intéressant sur ces offres-là, ça va être la partie gestion de PRA, où en fonction de l'hébergeur, c'est des choses qui peuvent être réalisées au sein du même hébergeur ou fournisseur cloud, parce qu'il dispose de plusieurs sites physiques. Ou alors, ce qu'on va être capable de réaliser également, c'est de faire un PRA chez un autre hébergeur. Et là, dans ce cas-là, on va être par exemple sur de la réplication de machines virtuelles ou de la réplication de données entre hébergeurs. Donc en termes de capacité généralement de transfert, on va être sur des capacités beaucoup plus importantes qu'une infrastructure qui serait chez vous avec un PRA à externaliser de l'entreprise. Donc là, c'est des solutions qu'on a déjà faites, à la fois en mode PRA chez le même hébergeur, où on va copier les machines virtuelles d'un site à un autre site, et la copie chez un autre hébergeur, c'est des choses qu'on a aussi déjà réalisées, où on va avoir l'hébergeur qui s'occupe du PRA va venir récupérer les machines virtuelles qui sont chez un fournisseur de services cloud. Donc sur l'infrastructure, on va retrouver la partie pare-feu, qu'on a appelée SCS et Firewall SCS VPN. Donc là, c'est le firewall de surveillance, où l'objectif de cet équipement, ça va être de vous mettre à disposition différentes zones cloisonnées pour vos zones de service, et également de vous fournir des accès distants. Donc des accès distants à la fois pour votre siège, éventuellement pour vos administrateurs ou pour vos nomades, et également pour la partie supervision surveillance pour venir se connecter à l'infrastructure. On va ensuite retrouver toute partie couche antivirus, donc console antivirale hébergée directement dans votre service cloud ou sous forme de service. On va retrouver la partie serveur d'administration ou serveur de rebond. L'objectif étant de centraliser l'ensemble des accès distants pour vos administrateurs pour venir se connecter sur les équipements, ce qui va vous permettre de tracer tous les accès qui sont faits à vos équipements. Éventuellement de faire des enregistrements vidéo des prises de main à distance et des accès qui sont faits sur ces serveurs-là. Éventuellement de faire de la limitation d'actions possibles pour un administrateur. Donc par exemple de dire effectivement je l'autorise à se connecter en administrateur à mes serveurs, par contre je lui interdis certaines commandes, et donc en fait on va faire de la reconnaissance de commandes qui sont envoyées dans ces sessions d'administration pour aller les verrouiller. On va aussi proposer des solutions de type mailing. Peut-être qu'avec votre solution en mode cloud, vous allez vouloir envoyer massivement du mail légitime. Et donc, on va avoir des solutions de type mass mailing qui vont vous permettre d'optimiser votre mailing, de ne plus utiliser des adresses qui seraient blacklistées, d'optimiser la délivrance des mails pour qu'il y ait le plus de chances possible que ces mails-là ne passent pas en spam ou soit bloqué par le serveur qui est en face. Et on va proposer différentes couches de sécurité sur la partie web avec notre produit Security Web Solutions, donc à la fois de la partie détection d'intrusion sur vos serveurs web, de la partie donc proxy, ça va être pour tout ce qui est flux sortant et limiter ces flux web sortants, et la partie supervision d'application, pour vérifier que l'application que vous publiez, elle fonctionne correctement. Donc, par exemple, on arrive bien à s'authentifier sur la solution et à dérouler des actions derrière. Et on va avoir la partie SWS, WDefend, qui est la partie protection contre les attaques web. Donc là, c'est toutes les briques qu'on va être capable de proposer dans ce service en mode cloud. Donc sur la partie, donc on a vu l'infrastructure, la partie infogérance.
On va proposer toute la partie infogérance des serveurs, des équipements, des applications. Donc à la fois la partie support technique, en illimité sur incident, la partie surveillance des systèmes, donc c'est toute la partie supervision. On va proposer aussi toute la partie mise à jour. Vous vous occupez pas des mises à jour, on va être en charge de gérer toutes les montées en version de l'ensemble des équipements déployés. Et vous allez avoir un accès à un portail qui vous permettra de voir l'ensemble des incidents ouverts, l'état de votre supervision pour éventuellement augmenter le nombre de ressources. Et vous voyez également toute la partie en cours sur votre infrastructure. Donc sur la partie support, on va retrouver, comme sur notre support habituel, une partie équipe d'ingénieurs mise à votre disposition, avec des experts sur les technologies déployées dans votre architecture. Et évidemment, notre équipe de consultants en charge de la partie veille technologique, à la fois sur la partie produit et sur la partie sécurité. Voilà. Donc ensuite, je vous ai mis un cas client sur une personne qui est sur un exemple, mais je pourrais vous donner d'autres exemples ensuite, mais voilà, sur un cas client sur lequel on communique. Donc c'est un client qui avait différents serveurs chez différents hébergeurs, donc à la fois des serveurs en interne chez lui, des serveurs chez d'autres hébergeurs type OVH, One and One, N-France, où il faisait de la coexploitation avec ces hébergeurs-là, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément la main complète sur ces serveurs-là. Des fois un manque de souplesse sur des configurations particulières qu'il voulait déployer sur ces serveurs web. Et au total, voilà, il avait une douzaine de serveurs et le budget mensuel était aux alentours des 2000 €. Sur cette solution-là, les limitations qu'il voyait, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de mutualisation de ressources. Donc, il y a des serveurs qui étaient très chargés, qui avaient les disques remplis, plus beaucoup de RAM, et d'autres qui avaient encore de la ressource de disponible. En termes de sécurité, en fait, chaque serveur était indépendant, exposé sur Internet, donc on n'avait pas de contrôle périmétrique sur ces serveurs-là, donc ça veut dire qu'en termes d'exploitation et de visibilité sur le niveau de sécurité, il était un petit peu aveugle. La partie généralement processus de sauvegarde sur ce genre d'infrastructure, elle est assez complexe parce que si demain on a un problème physique sur un serveur ou si on a un crash au niveau du système, généralement il faut repartir d'un serveur vierge et redescendre la sauvegarde et réinstaller toutes les briques. Donc en termes de temps de coupure, il n'était pas à l'aise avec ça. Et le client, dans ses objectifs, il voulait être maître de son infrastructure et avoir la main complète sur l'ensemble des équipements. Donc en général, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau de toutes les briques qu'il a aujourd'hui, quel est son besoin en termes de capacité de stockage, quel va être son besoin en termes de ressources CPU, RAM, quel va être son besoin au niveau réseau, au niveau redondance. Et en fait, en fonction de ça, on va proposer, comme je vous le disais, un hébergeur et proposer une offre chez un hébergeur. Donc là, en l'occurrence, par rapport à son besoin en termes de ressources et en termes de stockage, on est parti sur la solution Dedicated Cloud d'OVH en disant, par rapport à la quantité de RAM souhaitée, ce serait préférable de partir sur 3 serveurs, ce qui permettra d'avoir une redondance. En cas de crash sur un serveur physique, les 2 autres serveurs seront capables d'encaisser toute la charge. Et sur la partie stockage, on va estimer également la partie stockage à mettre en œuvre. Au niveau des services, le client va avoir besoin de faire du filtrage sur la partie flux entrant, donc filtrage des flux externes, pour laisser rentrer que les flux autorisés, pour venir monter des connexions entre son siège et la supervision Certiliance. Et ensuite, on va isoler, créer plusieurs zones de service pour isoler ces différentes applications entre elles. Donc ça, c'est l'architecture qui avait été proposée. Si on regarde techniquement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, on va être sur des serveurs avec X gigas de RAM, X gigahertz de capacité, une solution de sauvegarde,
Au niveau de la bande passante, par rapport à son besoin, par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui et par rapport à son besoin, on a évalué une certaine capacité, sachant qu'on pouvait effectivement proposer au-delà. Et en termes de machines à sauvegarder, on va définir un certain nombre de machines à sauvegarder et le fournisseur de cloud est en charge de la sauvegarde, va être en charge de la sauvegarde. Donc sur la partie brique de sécurité, ce qui était important pour lui, c'était d'être protégé contre tout ce qui est attaque de déni de service distribué. Et donc, chez l'hébergeur qui avait été choisi, il y a une solution de protection contre ce genre d'attaque. On lui a proposé une solution de pare-feu, comme je le disais. L'objectif, c'était aussi de protéger et de filtrer toutes les requêtes web malicieuses qui pouvaient rentrer sur son infrastructure. Donc, on a ajouté la brique SWS. Il avait des besoins de mailing, donc on lui a rajouté aussi la brique de mailing. Et sur la partie administration, c'est un équipement qu'on rajoute systématiquement. C'est un équipement qui va être capable de tracer tous les accès qui sont faits sur l'infrastructure, donc pour voir effectivement les actions déroulées par les administrateurs, à la fois qu'ils soient du client ou Certiliance. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur en termes de coût, il est resté à peu près sur le même budget. Par contre, en termes d'infrastructure, on est sur quelque chose où on a de la sauvegarde qu'il n'avait pas avant. En termes de capacité, aujourd'hui, il a effectivement le même nombre de machines virtuelles qui vont être démarrées. Par contre, il va pouvoir encore rajouter de nouvelles machines. Et si demain, il a un besoin qui est supérieur à sa capacité, l'augmentation de capacité va être minime puisque ça va être juste de rajouter un serveur. Donc on va être sur quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois pour rajouter ce serveur, éventuellement rajouter du stockage, mais c'est pareil, on va être sur l'ordre de la dizaine d'euros. Donc on va éviter ces effets de seuil rencontrés sur une architecture classique. J'en ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le chat. J'y répondrai oralement ou par chat en fonction de vos questions. D'accord, donc là on a une question sur la partie combien de temps de préparation en avant-projet. Alors sur le projet que j'ai cité, de mémoire, entre le début des discussions et le lancement lui-même du projet, c'est quelque chose qui a dû prendre 2 semaines. Donc le client avait un besoin de changement. Donc on a effectivement discuté avec les équipes IT, on a procédé à quelques interviews de l'équipe de développement pour bien requalifier le besoin. Et en fait, ce qui se passe généralement dans ce genre de projet, mais je pense que ça vous arrive régulièrement, c'est qu'en fait, en face, vous avez déjà une échéance. C'est-à-dire que en général, sur ce type de projet, vous êtes en train de vous poser la question parce que le renouvellement de vos maintenances serveurs, de vos licences va bientôt arriver à échéance, et donc du coup, il y a une décision à prendre. Donc je dirais si vous savez que dans les 12 mois, vous allez arriver à ce type d'échéance, je pense que pour être serein à la fois sur la partie études et migration, c'est quelque chose c'est une démarche qui a entamé, on va dire, peut-être 6 mois avant la fin avant vos échéances, puisqu'il y a effectivement la partie études, quelle est la solution cloud. Après, du coup, on va avoir en face le budget associé. Et le cloud, l'objectif du cloud, c'est toujours d'être au plus proche de vos besoins. Donc, c'est pas d'avoir une solution surdimensionnée par rapport à vos besoins. Par contre, il faut pas le voir. On a des clients qui effectivement, où eux, leur objectif et ce qu'ils voient à travers le cloud, c'est une solution qui va leur permettre de faire des économies. Aujourd'hui, l'objectif du cloud, c'est pas de faire des économies, c'est d'avoir une infrastructure qui est adaptée à ses besoins, avec une souplesse sur la partie évolution. Donc des fois, on va faire des économies parce que la solution qu'on a aujourd'hui, elle est surdimensionnée par rapport à notre besoin. Dans ce cas-là, effectivement, on va être sur des économies. Par contre, si aujourd'hui, on a déjà une solution qui est en interne ou externe, mais qui est déjà adaptée à notre besoin, on ne va pas faire forcément des économies. Parce que la solution qu'on va proposer en mode cloud, elle aura sûrement plus de disponibilité que celle qui existe aujourd'hui. Elle aura sûrement plus d'options, plus de bandes passantes que celle qui existe aujourd'hui. Et donc budgétairement,
on va peut-être être sur la même chose avec un petit coût supplémentaire qui va correspondre à la partie migration. Donc aujourd'hui, voilà, les projets de cloud que l'on mène, voilà, faut pas se leurrer, sont souvent liés voilà, une maintenance qui va arriver à échéance, une période d'engagement qu'il va falloir renouveler. Et donc là, on commence à se poser la question du cloud. Ce qui va être intéressant dans le cloud, c'est vraiment la partie évolution, et où aujourd'hui, quand on va lancer le projet, on n'est pas obligé de se projeter en disant bah, dans 3 ans, quel va être mon besoin en termes de stockage. Aujourd'hui, c'est compliqué à évaluer parce que voilà, je sais plus, il y avait un article l'autre jour sur la quantité de données produites. Voilà, aujourd'hui, 80% de la donnée stockée a été produite ces 2 dernières années. Donc en fait, en termes de stockage, on est sur quelque chose qui évolue très vite et c'est dur à anticiper. Et aujourd'hui, quand on a une infrastructure qu'on est en train de renouveler, bah, si on s'est loupé dans le dimensionnement rien que du stockage, c'est des coûts qui peuvent exploser. Parce que bah, si on s'est loupé sur le stockage, peut-être qu'il va falloir rajouter que des disques, peut-être qu'il va falloir rajouter une baie. Et si on rajoute du stockage, bah, après, au niveau de la sauvegarde, on va aussi avoir un impact. Notre produit de sauvegarde aujourd'hui, comment il est licencié, est-ce qu'il est licencié au volume, au nombre de machines. Donc il y a plein d'impacts qui vont être associés à ça. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que voilà, nos clients ont quand même de plus en plus de mal à évaluer leurs besoins dans les prochaines années. Et la solution cloud, avec cette option de scalabilité, permet de dire bah, je peux me tromper ou je peux le surévaluer ou le sous-évaluer. De toute manière, je pourrais le réajuster le mois prochain. Donc finalement, je vais limiter le risque que je vais prendre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et a priori, il n'y a pas d'autres questions. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pourrais éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, vous envoyer les slides. Et de toute manière, voilà, c'est un événement, c'est cette partie webinaire chez Certillance qu'on va renouveler. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. De toute manière, début 2017, le thème n'est pas encore validé, mais on va poursuivre cette partie webinaire pour continuer un petit peu ces présentations orientées techniques sur des choses en rapport avec la sécurité. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Merci pour votre attention.